Bonsoir, bienvenue sur Action Pratique. Action Pratique est une chaîne qui traite notamment de information à caractère de développement, industrialisation, tout ce qui va apporter une plus-value pour nos économies, le rayonnement de l'homme noir, le rayonnement du peuple noir, narrer l'histoire tels que les événements se sont véritablement succédés et relever, faire rayonner au niveau de la scène internationale l'image du peuple noir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout simplement, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager massivement nos vidéos, parce que c'est votre appui qui va nous faire produire des contenus de qualité, votre appui en souscrivant massivement à cette chaîne, cela nous permettra de produire des contenus de qualité, de vous donner la bonne information pour que cette perception de l'homme noir, du continent africain, continent à 54 pays, 30 millions de kilomètres carrés, deuxième continent le plus grand après l'Asie, que cette image qui a toujours été envoyée à l'international, que le noir, l'Afrique, est assimilé à la pauvreté, à la catastrophe, à la famine et tout ce qui est négatif. Ce soir, je voudrais vous parler d'un pays, un beau pays de l'Afrique de l'Ouest qui a des frontières avec d'autres pays, d'autres régions. Il s'agit bien évidemment, j'espère que vous l'avez deviné, au vu des événements et de l'actualité internationale, le Niger. Le Niger est le 6e pays le plus grand d'Afrique en termes de superficie. Plus d'1 million de kilomètres carrés, derrière le Soudan, l'Algérie, le Congo, la Libye et le Tchad. Comme je vous le disais, c'est un pays qui a une position stratégique en Afrique parce qu'il relie plusieurs régions ou plusieurs sous-régions du continent africain. Le Niger est limitrophe avec l'Afrique du Nord, notamment le Maghreb, avec d'un côté l'Algérie, de l'autre la Libye. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a le Tchad, qui est limitrophe avec le Niger. En Afrique de l'Ouest, bien évidemment, parce que c'est un pays qui se trouve dans la région, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, il y a d'un côté le Burkina Faso, pays des hommes intègres, et le Mali. Le Niger, pays à plus de 1 million de kilomètres carrés, donc une superficie, comme j'ai dit, assez vaste. 6e pays, retenez bien, le plus grand en Afrique en termes de superficie. Le Niger, selon les données statistiques de 2020, 22 millions d'habitants. Il y a donc 22 millions de Nigériens en 2020 qui habitaient le territoire du Nigeria. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nigeria a été créé au 19e, le Niger, autant pour moi, pardonnez, hein, parce que il y a parfois le mot se mélange. Le Niger, j'allais dire, au 19e siècle, appartenait à l'Afrique occidentale française. Comprenez bien. Au 19e siècle, le Niger, donc, appartenait à l'Afrique occidentale française, selon le fameux partage de Versailles que vous connaissez bien en 1885. Ce partage qui a été fait sans la présence des Africains, mais contre les Africains, et vous savez ce qui s'est passé. Alors, en 1922, le Niger devient une colonie distincte. Et puis en 1960, le Niger acquiert son indépendance. Ce grand pays, à plus d'1 million de kilomètres carrés, regorge
beaucoup, mais alors beaucoup de matières premières dans son sous-sol. Une richesse véritablement assez vaste. Donc dans le sous-sol, nous avons l'or, nous avons le fer, nous avons du charbon, nous avons principalement l'uranium, comme vous l'avez si bien deviné, la source de tous les troubles et de tout le mouvement qui s'est déroulé ces derniers jours. Et bien évidemment, depuis des années, depuis plus de 50 ans aujourd'hui, l'objet de beaucoup de convoitises. Alors cet uranium-là est principalement aujourd'hui dans le nord-ouest du Niger, dans la localité d'Imourara. Pour ceux qui connaissent le Niger, autant pour moi, pardonnez mes chers amis du Nigeria, le Niger, j'allais dire, c'est dans la localité précisément d'Imourara que se trouve le deuxième plus grand gisement dans le monde. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Le deuxième plus grand gisement d'uranium dans le monde se trouve dans la localité d'Imourara, à 800 km de Niamey, la capitale. C'est le deuxième plus grand gisement d'uranium dans le monde après le gisement de McArthur River au Canada. La capacité de production, ou alors de, comment je vais dire, c'est-à-dire que si on exploite à plein régime le gisement d'Imourara, comme j'ai dit, qui se trouve à 800 km de Niamey, la capitale, une capacité, il peut produire minimum 5500 tonnes par an. Et ceci projeté sur 35 ans. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on a dit, si on exploite 5500 tonnes chaque an, on peut produire alors pendant 35 ans. Ça, ce sont des chiffres. Et c'est le deuxième plus grand gisement dans le monde, après celui de McArthur River au Canada. Parce que beaucoup de gens sont venus dire, après ces événements, que non, le Niger, oui, produit l'uranium, mais la production d'uranium du Niger n'est pas assez importante. Je voudrais rappeler ici que, avant de continuer avec la présentation de ce beau pays, le Niger, entre 1970, début de l'exploitation par Areva ex Orano, non, pardon, Orano Mining ex Areva, il y a eu pratiquement 200 000 tonnes qui ont été extraites, 200 000 tonnes d'uranium du Niger depuis 1970. Cela fait pratiquement 50 ans aujourd'hui. Alors, essayez de voir. C'est vrai que il y a eu une baisse de production, comme vous le savez, après les événements qui se sont passés avec les explosions des centrales en 2011. La production a baissé, il y a eu la fermeture de certaines mines, par exemple la mine de Caminac qui a été fermée parce que la production a baissé pratiquement de 28% après les événements de 2011 avec les explosions des centrales, parce que les gens ont pris peur. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres pays qui ne produisent pas, parce que notamment après ces explosions, il y a eu en 2017 la fermeture par exemple des gisements en Namibie, parce que la Namibie également produisait de l'uranium. Mais comme les prix ont drastiquement baissé après les événements de 2011, avec les explosions des centrales nucléaires, donc il y a eu une panique, il y a eu une prise de peur pour les producteurs. Alors en 2017 notamment, parce que les prix ont drastiquement baissé, la Namibie a décidé de fermer ses mines. Alors ça, c'était juste un corollaire. Il y a également l'Afrique du Sud qui produit de l'uranium. Mais je vous dis ici que le Niger a le deuxième plus grand gisement après le gisement de McArthur River au Canada. Et je vous ai donné les capacités et le potentiel de production tout au moins pendant 35 ans. Je voudrais ici là vous dire, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui savent déjà, juste à titre de rappel,
que Niamey est la capitale du Niger. Niamey étant donc la capitale du Niger, le Niger a un fleuve, le troisième plus grand fleuve d'Afrique, qui traverse de bout en bout le Niger. Et ce fleuve-là, le fleuve Niger, a 4184 km de distance. C'est également, comme j'ai dit, le troisième plus grand fleuve d'Afrique après le Nil et le fleuve Congo. Notamment, c'est ce fleuve, le fleuve Niger, qui a donné le nom au pays. Ce beau pays qui est le Niger. Il faut noter que sur les 4184 km du fleuve Niger, il y a 15 ponts. Niamey, la capitale du Niger, est devenue capitale, notamment, c'est-à-dire qu'il a été décidé en 1926 que Niamey devienne la capitale du Niger. Je vous donne quelques éléments ici, quelques chiffres. En 1901, Niamey avait, c'était une petite ville notamment, avait 600 habitants. Et en 1930, c'est-à-dire 29 ans plus tard, c'est passé de 600 à 3000 habitants. Je voudrais également ici rappeler que Niamey est situé à 200 mètres d'altitude du niveau de la mer. En 1960, la population est passée à 30 000 habitants à Niamey. En 1980, 20 ans plus tard, parce que lors des indépendances, Niamey, la capitale, avait 30 000 habitants. En 1980, c'est-à-dire 20 ans plus tard, la population est passée à 250 000 habitants. En 2005, les statistiques nous disent que Niamey avait 750 000 habitants. La population a explosé 6 ans plus tard. En 2011, les statistiques révélées disent que Niamey avait 1 300 000 habitants. Parti de 1901 à 600 habitants, en 2011 à 1 300 000 habitants. Regardez ce que le nombre de la natalité peut faire. Donc, à titre de rappel, j'allais dire, la population fait à sa force et fait son effet. Parce que si aujourd'hui les gens habitent Niamey, il y a de la population, c'est grâce au taux de natalité assez élevé. Ça, c'est un autre sujet. Je voudrais juste vous montrer l'avantage du taux de natalité élevé. En 2018, selon les statistiques, la ville de Niamey avait 1 800 000 habitants. 1 800 000 habitants, parti de 600 habitants en 1901. En 2018, nous sommes à 1 800 000 habitants. Niamey, en réalité, a été fondé en 1898. 1898, c'est la fondation, c'est la date de fondation de la ville qui est devenue plus tard, en 1926, la capitale du Niger, Niamey. Donc, c'est la date de la fondation. La langue locale parlée à Niamey a donc donné naissance au mot Niamey, qui est un mot composé Nia en langue germaise, langue locale parlée à Niamey, qui signifie mon arbre, et mais qui est la signification en langue locale, le rivage où on peut puiser de l'eau. Ce qui veut dire que la jonction ou la jonction, c'est le mot exact, de Nia et Me, c'est-à-dire mon arbre, il y a un arbre, et certainement le fondateur de la ville de Niamey, il habitait là, il était, parce que comme vous le savez, l'eau c'est source de vie, l'eau c'est la vie en un mot, nous le savons, nous l'a tant dit, et vous n'allez pas me dire le contraire, tout le monde le sait, que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors certainement, le fondateur de la ville, alors il y avait un arbre là, et auprès de cet arbre, on pouvait aller puiser de l'eau. Alors il a dit, auprès de cet arbre, auprès de mon arbre, on peut puiser de l'eau. Il y a un rivage sur lequel on peut puiser de l'eau, sur la rive gauche, parce qu'il faut bien le préciser, la rive gauche du fleuve Niger,
C'est pourquoi le développement également, jusqu'à un certain moment, à une certaine époque, c'est beaucoup plus étendu sur la rive gauche du fleuve Niger. Voilà donc l'origine du mot Niamey qui est devenu la capitale en 1926, mais fondée en 1898. Nia signifiant mon arbre en langue locale et mais signifiant l'endroit où on peut puiser de l'eau. Alors on a joint les deux mots et on a eu le mot Niamey qui est la capitale. Alors, ceci étant, je voudrais également vous donner ici quelques éléments de plus. Je voudrais vous donner quelques éléments de plus. Le premier président du Niger s'appelait Hamani Diori et c'est également de lui que tient le nom de l'aéroport international de Niamey, la capitale bien évidemment. Alors ici je voudrais vous parler de quelques chiffres ici. Nous avons à notre disposition certains chiffres qui nous disent que en 2020 97% de la production d'uranium a été exportée, c'est-à-dire environ 2904 tonnes sur les 3550 tonnes produites. Je voudrais également donner quelques éléments ici. Orano Mining, ex-Areva, qui exploite à 800 km la mine de Arlit depuis beaucoup d'années, est l'une des plus grosses sociétés d'exploitation. Bien sûr qu'il y a également d'autres sociétés canadiennes et bien d'autres là-bas, mais l'une des plus grosses boîtes, Orano Mining, ex-Areva, exploite donc la mine dans la localité de Arlit, au nord-ouest du Niger. Quelques chiffres également à notre disposition. En 2012, le Niger a produit 4770 tonnes. En 2014, 3992 tonnes. En 2015, 4115 tonnes. Ça, ce sont des chiffres, des statistiques qui ont été mises à la disposition de ceux qui peuvent aller les chercher. C'est disponible. Entre 2010 et 2020, la production a baissé de 28%, comme je vous disais tout à l'heure, parce que avec ce qui s'est passé, avec les différentes explosions et les centrales nucléaires et tout ce qu'il y a eu, les gens ont pris peur. Mais je pense que depuis pratiquement 1 ou 2 ans, les choses sont en train de revenir à la hausse, d'où notamment également avec ces mouvements qui se sont passés il y a un peu plus d'une semaine aujourd'hui du côté du Niger. Il y a eu une hausse véritablement de cours de l'uranium qui est uranium 308 ou U308 sur la place boursière mondiale. Ce que je voudrais également vous dire ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la mine de Caminac a été fermée parce que avec tout ce qui s'est, donc voilà l'une des raisons aussi après ces événements qui se sont passés. Donc la fermeture de la mine de Caminac, la production a baissé de 28% et elle est en train d'être récupérée tout doucement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'un des acteurs les plus importants en production d'uranium au Niger, Orano Mining, ex-Areva. Ce que je voudrais également partager ici avec vous, c'est que l'uranium, après avoir extrait le minerai de la mine, il s'obtient de 2 manières. C'est-à-dire qu'il y a la lixiviation dynamique et la lixiviation statique. Pour ceux qui sont des ingénieurs en géologie, ils savent bien de quoi je parle. Je voudrais partager ici avec un chiffre qui, quand je l'ai écouté, quand je l'ai
reçu ou alors quand j'ai lu, je me suis posé beaucoup de questions, comme vous également, vous allez vous faire votre opinion là-dessus, vous allez faire votre analyse et vous le laissez en commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager massivement parce que avec votre soutien, vos souscriptions, vos abonnements, nous allons vous produire encore du contenu de plus grande qualité parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est à nous de faire de narrer notre histoire, de l'écrire de manière succincte en relatant effectivement les faits tels qu'ils se sont succédés parce que nous sommes les architectes de notre propre destin. Il y a un ex-président, son excellence Mahamadou Issoufou, ex-cadre de Areva, qui est aussi devenu Orano, donc ex-Areva qui est devenu Orano Mining, disait dans une publication, je vais le dire ainsi, c'est disponible sur internet, vous pouvez aller le chercher, que le prix de la tonne était à un certain moment, lorsqu'il disait cela, à 60 € la tonne, je vais le dire ainsi, hein, ce qui fait tout au moins 40 000 francs CFA. Alors, nous savons que la U308 vaut 56 $ la livre sur les places boursières. Alors si vous prenez le cas, je me pose des questions, est-ce que l'exploitation d'environ aujourd'hui, entre 1970 que l'exploitation de l'uranium au Niger a commencé, un peu plus de 200 000 tonnes selon les statistiques jusqu'en 2020, est-ce que le Niger ne devrait pas être économiquement développé aujourd'hui? Parce que si on regarde la U308, c'est-à-dire que c'est le cours de l'action hein, sur la place boursière, 56 $ la livre, et que la tonne coûte 60 €, je crois qu'il y a un gap très énorme. Je pense que ça, c'est mon avis personnel. Si les choses étaient faites de manière à ce que le Niger soit un pays économiquement développé, économiquement véritablement avancé, les choses ne seraient pas sur le terrain celles que nous avons aujourd'hui. Parce que si on regarde le prix véritablement de l'achat et le prix de vente, si on essayait de ramener les choses à un niveau équilibré, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les événements qui se sont passés, ne se seraient pas passés. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, quand il y a une situation, c'est vrai, parce que nous les humains, je suis un humain, les autres peuples sont des humains, nous avons cette façon de vouloir toujours à nous déresponsabiliser quand il y a une situation, et nous avons cette facilité à toujours rejeter la faute ou la culpabilité sur autrui, c'est-à-dire être très prompt à pointer du doigt que c'est l'autre qui est le problème. Je le parle et je le dis de manière froide dans tous les camps. Que ce soit le camp de la France, parce que c'est eux qui exploitent. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres entreprises du Canada et d'autres qui exploitent l'uranium au Niger. Mais ici, le plus gros exploitant de mine au Niger en termes d'uranium, c'est Orano Mining qui est ex-Areva. J'analyse la situation de manière froide. Je vous ai amené pour parler du Niger et je vais parler de cette situation de manière froide et une analyse froide et véritable. Si, voyant aujourd'hui le cours de la U308, 56 $ américains la livre, et le prix d'achat 60 € la tonne, je crois qu'il y a un véritable problème.
je crois qu'il y a un véritable problème. Ça, ce n'est qu'une analyse froide. Mais si les choses avaient été faites de manière à ce que le pays producteur de cet uranium, le Niger bien évidemment, le deuxième plus grand gisement dans le monde après le gisement de McArthur River au Canada, comme j'ai dit dans l'entame de mon propos, est-ce que nous serions dans toutes ces situations aujourd'hui? Je me pose des questions, j'en doute fort. J'en doute fort. Mais qu'aujourd'hui, certains responsables, je vais le dire ainsi, politiques, parce que c'est l'élite, c'est certain, hein, c'est pas tout le monde, l'élite ou les responsables politiques français qui pointent du doigt en disant la Constitution a été violée, ils veulent le retour à la Constitution, d'accord. Mais si les choses avaient été faites à la base, de manière à ce que le camp aujourd'hui qui s'est levé, le camp d'en face, n'arrive pas à ce niveau, est-ce que tout ceci serait arrivé? J'en doute fort. Voilà pourquoi je dis l'être humain que nous sommes, ça se passe même dans nos familles propres. Quand il y a un événement, quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a une situation, nous avons à 90%, je dis bien, je dirais même 95%, la facilité de pointer du doigt que c'est l'autre qui a tort. Mais nous ne nous posons jamais la question, quelle est notre part de responsabilité dans l'action aujourd'hui qui est posée, c'est-à-dire l'événement aujourd'hui. Alors, je ne saurais me rester ici ou alors substituer à un donneur de leçons à l'élite française. Bien évidemment que ce sont des gens qui ont fait des études, encore moins à l'élite nigérienne, c'est des gens qui ont fait de hautes études, c'est des gens qui sont qualifiés. Mais quand il y a une situation, quand il y a un événement, je pense qu'il est très bon pour les partis, pour chacun d'analyser véritablement les situations. Parce que si je vais parler en tant qu'homme d'affaires, si je suis en affaires avec toi et que nous signons un contrat, une fois on peut se tromper, mais deux fois on ne se trompe pas. Encore que ça dure 50 ans. Ça veut dire qu'il y a une première génération, il y a une deuxième génération, je vais le dire ainsi, parce que la génération de ceux qui ont gouverné lors des indépendances, c'est-à-dire que premièrement ceux qui ont lutté pour que ces indépendances-là soient acquises, même comme, je mets comme ça, hein, indépendance. Maintenant, il y a des accords qui ont été signés. Mais dites-vous, parce que même ceux avec qui les accords ont été signés du côté de la France, ce ne sont pas les mêmes gens qui sont au pouvoir. Ou alors ce n'est pas la même élite, ce n'est pas les mêmes politiques qui sont là, qui sont aux affaires. Alors dites-vous que ceux qui ont signé de votre côté et du côté des autres, ils avaient certaines ententes, il y avait une certaine dynamique. Il y a eu une deuxième vague, une troisième je dirais même. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, la quatrième vague. Mais dites-vous que ces gens-là qui sont en face, ils réfléchissent. Mais dites-vous que ceux qui sont en face pensent. Mais vous aussi, à votre niveau, vous devez penser. Moi, je me dis, hein, je suis africain, c'est vrai. Mais je dis qu'il faut dire les choses de manière froide. Parce que si nous n'apprenons pas, nous-mêmes, Africains, à analyser les choses de manière froide, pour voir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Je m'adresse également ici à ceux-là qui sont des dirigeants français. Parce qu'aujourd'hui, on entend des vers et des pas mûrs pour dire nous ne pouvons pas reconnaître la dénonciation des accords de partenariat, des accords de convention et tout ce qui a été signé, parce que le gouvernement en place n'est pas légitime. D'accord? Parce que l'ordre constitutionnel a été violé et tout ce que... Mais dites-vous que ceux qui sont en face aussi, ils réfléchissent comme vous. Mais vous auriez pu, en amont, résoudre ce problème. Parce que comme je le dis, le peuple africain, les peuples africains n'ont pas de problème avec le peuple français. Ce sont les politiques françaises qui sont rejetées. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
il y a des accords qui ont été faits. Comme dans la vie, ça, quand nous entrons dans la Bible, il y a des accords qui ont été faits avec des Philistins. Le roi David a fait des accords. Par exemple, pour qu'il n'y ait pas de guerre avec tel, Salomon en a fait. Les gens font des accords dans un premier temps. Mais quand les enfants des enfants viennent, ils peuvent remettre en question les accords. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en face n'ont pas vu la chose venir? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas dit, mais attendez, bon, d'accord, nos parents ou nos grands-parents ont fait ceci, les politiques, 60%, je dirais ainsi, je ne vais pas me risquer de me tromper, avec le risque de, je peux me tromper, hein, 60% de l'élite française aujourd'hui, ou des gouvernants français, ou des politiciens français, ont disons, entre 25 et 60 ans, ou 70 ans, tout au moins, plus ceux qui sont plus âgés, 70 ans. Mais dites-vous que il y a des accords qui ont été faits, mais qu'après 50 ans, il fallait, avant que ça n'explose, avant que ça ne devienne ce que ça devient aujourd'hui, vous le dites, mais attendez, c'est des affaires. Ces gens-là aussi veulent vivre bien. Mais nous avons commencé, où il y a eu des accords, peut-être à l'époque, le monde n'était pas comme il est aujourd'hui, avec tout ça. Je pense que de manière diplomatique, la chose se serait réglée d'une autre manière. Parce que moi, je le dis toujours, j'ai écouté un politique français, je crois que c'est un maire qui disait dans une radio que la France a des acquis coloniaux en Afrique. C'est vrai. Et que la France ne peut pas se permettre de perdre ses acquis. Mais je dirais ici que la France avait carte blanche. Je veux le dire sans risque de me tromper. La France avait carte blanche en Afrique depuis les temps des indépendances, avec tout ce qui s'est passé, nous connaissons, jusqu'à ce que les pays ont commencé à vouloir avoir un semblant de développement et la France devait se réajuster. Non seulement dans sa politique extérieure, en disant mais attends, ça c'est un levier qui nous fait être l'une des 5 premières puissances dans le monde. Ça, ce sont nos partenaires traditionnels. C'est comme quand tu as ton épouse à la maison. Tu sais que ton épouse est une partenaire d'affaires, capable, qui te donne un poids, qui te permet, parce que comme on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais quand tu vois que ta femme commence à te dire, mais mon gars, pourquoi tu rentres tard? Je vais ramener ça à ce niveau-là. Pourquoi tu rentres tard? Pourquoi ces jours-ci tu as un comportement bizarre? Pourquoi tu ne fais plus attention à moi? Mais j'ai l'impression que notre relation là, la femme ne fait que se plaindre. Est-ce que le jour qu'elle va aller, faire une infidélité avec un homme dehors, tu vas la tabasser? Est-ce que le jour que elle va aller faire une infidélité avec un homme dehors, ou alors elle va totalement et complètement dire je sors de ce foyer, quel que soit le prix que ça va me coûter, je n'en veux plus, je préfère aller me débrouiller seul, même pas parce que je vais me mettre avec un autre homme, je préfère aller me débrouiller seul. Est-ce que tu vas dire que cette femme est mauvaise? Ou alors est-ce que tu vas dire que c'est une femme qui ne veut pas reconnaître le bienfait que tu lui as fait parce que tu l'as épousée, tu lui as, disons tout ce qu'un homme peut faire à une femme, tu lui as offert une vie meilleure que celle qu'elle avait avant et tout. Est-ce qu'elle ne t'a pas averti? Est-ce qu'elle ne t'a pas dit, mais ce comportement que tu as là risque d'aboutir à la séparation de notre couple ou à la destruction de tout ce que nous avons bâti? Voilà la situation aujourd'hui. J'analyse de manière froide de la France. Il ne faut pas se leurrer. Parce que nous, les êtres humains, nous avons cette propension, voilà le mot exact, cette propension à toujours à accuser, à pointer du doigt l'autre quand il y a une situation à dire, c'est la faute de l'autre. C'est l'objet, par exemple, de beaucoup de situations et de bouleversements dans le monde aujourd'hui. Parce qu'on refuse de se mettre en question pour établir les responsabilités et voir quelle est ma part de responsabilité lorsqu'il y a un événement. Lorsque mon couple se gâte, je veux le dire ainsi, quelle est ma part de responsabilité moi en tant qu'homme? Ou quelle est ma part de responsabilité moi en tant que femme? Je ne dirais pas ici que
l'Afrique était la femme ou est la femme de la France. C'est juste une métaphore. Parce que j'entends aujourd'hui certains, comme j'ai dit, politiques françaises qui disent nous ne pouvons pas quitter l'Afrique parce que c'est notre dernier retranchement qui nous reste, parce que nous avons été chassés. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont été chassés d'un niveau à l'autre. Mais c'est effectivement cette métaphore que je disais tout à l'heure, que quand une femme décide, mais alors la femme, faisons donc la métaphore. Si tu avais plusieurs femmes, par exemple le contexte africain des chefs ou alors des personnes qui sont polygames, si la femme dit moi je reste, elle te chasse de la maison. La première femme te chasse, la deuxième femme te chasse, la troisième femme te chasse, mais tu ne vas pas te dire mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le problème ici? Alors je réajuste pour ne pas perdre toutes mes femmes. C'est une métaphore. Je ne dis pas ici que l'Afrique est la femme de la France. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, c'est que les Africains ne sont pas reconnaissants. J'ai entendu ça beaucoup de fois. Les Africains ne veulent pas reconnaître, le bien que la France a fait. Oui, la France a apporté des choses. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que non, la France a apporté un certain nombre de choses. Un certain nombre d'infrastructures. Ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Mais je dis que quand les remous ont commencé, quand ça a commencé à chauffer, moi je me souviens à l'époque, j'étais encore tout jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé dans les bars, dans les bistrots, dans les restaurants, les gens ont commencé à dire mais pourquoi on souffre comme ça? Les gens ont commencé à parler, je me souviens à l'époque, moi ça a commencé à m'intéresser. Moi j'ai grandi jusqu'à l'âge, je vais le dire honnêtement, jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne pouvais pas savoir ce que c'était un compte d'opération. Je ne pouvais pas savoir que quand on fait des échanges, j'ai écouté, pour faire une parallèle, j'ai écouté un grand frère, ça fait pas quelques jours, Didier Yango, le prince Didier Yango, qui disait, quand il arrive en France en 1983, il avait pu économiser, il arrive à, je crois il a dit Roissy Charles de Gaulle, si je ne me trompe pas, à Orly, oui, je crois qu'il était arrivé à Orly, il avait 150 000 francs. Et qu'il y avait un bureau de change, là où il pouvait aller changer 5 000 francs, parce que celui qui l'avait appelé, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, s'il me suit, il va se reconnaître, j'ai vu cette vidéo-là. Et il pouvait aller, c'était le franc CFA qu'il avait, c'était pas le franc français. Il pouvait aller dans un bureau de change pour aller changer les 5 000 francs pour pouvoir avoir de la monnaie. 5 000 francs CFA, parce qu'il dit dans la vidéo qu'il avait calculé que pendant 3 semaines, il pouvait vivre avec 150 000 francs CFA ramenés du Cameroun en France. Et qu'il y avait un bureau de change et qu'il avait appelé, il raconte l'histoire de là. Ça veut dire qu'en 1983, il était possible de changer le franc CFA dans un bureau de change en France. Mais prenez 10 000 francs CFA aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, jetez dans une rue de Paris, en billets de 1 million, c'est-à-dire 1000 billets de 10 000, que ce soit de l'UMOA ou de la CEMAC, jetez ça sur les rues de Paris si quelqu'un va ramasser. Quand on fait cette analyse, ils disent que non, les Africains n'aiment pas les Français, les Africains ne veulent pas comprendre, on a fait du bien à l'Afrique. Mais vous ne comprenez pas, vous Français là, que quelque part, vous avez mal fait, vous avez mal géré, alors que vous aviez carte blanche. Moi, quand je commence les affaires, quand je commence à rentrer dans le monde, je commence à grandir, je suis plus gamin, j'ai 20 ans et plus. Je connaissais des entreprises rien que françaises en Afrique, au Cameroun, je le dis ainsi. Mais quand ça a commencé, il y a eu des chaînes de télévision qui ont commencé à parler. Les gens ont commencé, mais je me suis posé la question, moi en tant que noir, en tant qu'Africain, est-ce que ces gens n'écoutent pas? Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, les Africains à bois, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, et ça n'a fait que renforcer. Vous voyez pourquoi les gens se radicalisent, non? Parce que quand quelqu'un, il y a une situation, c'est la même chose, je ne cesserai de prendre cet exemple, de faire cette métaphore-là. Dans un couple, si ta femme te parle, elle te fait une remarque, elle voit que tu fais comme si tu la traites comme une moins que rien. Tu fais comme si elle n'existe pas, comme si c'était pas un être humain. Parce que peut-être n'a pas les moyens économiques, peut-être parce que tu l'as sorti alors que c'est toi qui payes tout. Généralement en Afrique ça se passe. En Occident c'est un peu plus différent parce que les femmes sont un peu plus autonomes. Un jour, la femme dit, même si je vais mourir la famille, mieux je quitte le foyer ici. J'ai vu des femmes en Afrique, à
abandonné un foyer avec 5 enfants. Elle ne prend même pas les enfants là. Elle dit, je préfère aller recommencer à zéro. C'est pas question qu'elle va se mettre avec un homme. Hein. Je ne fais que faire cette métaphore pour dire l'Afrique n'est pas, de tout au moins l'Afrique francophone, on n'est pas la femme de la France. Mais c'est juste une métaphore. Je me suis posé cette question. Est-ce que ces gens n'entendent pas? Parce qu'ils avaient tous les leviers, ils avaient tous les moyens de le faire. Aujourd'hui, les choses sont devenues très compliquées. Ce n'est pas une question de gouvernants africains. C'est pas, moi je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Mais on dit que si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est tous des politiciens. C'est devenu très compliqué, je vous le dis mes amis, l'élite française, c'est devenu très compliqué. Parce que c'est vous-même, vous n'avez pas voulu écouter. Je ne suis pas partisan de quoi que ce soit, je dis la vérité de manière froide. Vous avez fait la sourde oreille. C'est devenu compliqué, très compliqué. Ne voyez pas parce qu'il n'y a pas les soulèvements dans les autres pays africains. En fait, tout au moins de la zone franc, c'est-à-dire les pays francophones. Ne voyez pas parce qu'il n'y a pas de soulèvement. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis issu de la... Comment on dit quoi? Il y a un terme là que on utilise en français là. On dit de la basse classe, non, je vais dire ça comme ça. Je suis issu de ce milieu-là. Les motomanes, les gens dans les fins fonds des villages, même il n'y a même pas d'électricité. Tout le monde dit que notre malheur, c'est la France. Et ça fait des décennies que les gens le disent. Et vous écoutez, parce que vous êtes dans les émissions diplomatiques, vous avez écouté tout ça. Dans l'émission diplomatique, dans les télés, vous avez dit que non, ce sont les aboyeurs. Vous avez dit que non, ce sont les gens là, ils sont... Laissez ça. Mais regardez aujourd'hui. Je vous dis que dans les fins fonds des villages, là où il n'y a même pas l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas le réseau. Mais quand tu arrives là-bas, tout le monde te dit, même les grands-mères, les 80, les grands-mères, j'ai suivi des grands-mères à 80 ans qui disent, notre problème c'est la France. Si nous sommes, imaginez une grand-mère, vous allez faire comment? Elle a 80 ans pour lui enlever ça. Ça fait peut-être 10, 20 ans qu'elle pense comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à nous. Il y a eu. Les gens ont dit, ce n'est pas qu'ils ont, ce n'est pas le mensonge. Mes amis français, l'élite française, vous avez mal géré. Il faut se dire la vérité, vous avez mal géré la situation. Moi aujourd'hui, je m'exprime en français, non? Regardez un peu le potentiel que vous aviez entre vos mains. Vous imaginez 15 pays derrière vous. 15, même les États-Unis n'ont pas ça. Les États-Unis ont 54 pays, c'est-à-dire qui est le territoire, c'est-à-dire que qui est le territoire américain dans l'Amérique. Oui, ça c'est les Américains. Mais vous, en dehors d'être le peuple français, c'est-à-dire l'élite française, c'est-à-dire en dehors de la France, vous aviez 15 pays derrière vous. Comment vous n'avez pas su conserver? Aujourd'hui, les gens disent, mais non, nous aussi on veut avoir les jets privés. Nous aussi on veut que qu'il y ait les routes partout dans notre pays, qu'il y ait des écoles, que les gens vivent à l'aise. C'est tout ce que le peuple africain demande. Vous auriez pu dire, quand ça a commencé, ça avait commencé avec l'histoire du franc CFA. Moi, je ne parle pas, parce que les humains aiment trop quand on leur met la vaseline sur les fesses. Les humains aiment trop quand on leur met la vaseline sur les fesses. Moi, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Quand les Kémy Séba ont commencé à dire que voilà la situation là, voilà ce qui empêche l'Afrique de se développer. À l'époque, les gens, les taximans, tous les gens, je ne connaissais pas Kémy Séba avant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire la vérité. Vous avez mal géré. Vous avez mal géré. Aujourd'hui, il y aura peut-être une négociation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas vraiment. Mais il faut dire la vérité en face. Vous avez mal géré. Vous avez mal géré. C'était pour vous. Il fallait juste
Vous êtes des grands politiciens, non? Vous avez fait les Sciences Po, vous avez fait les NA de Paris, vous avez fait... Mais on vous apprend même quoi là-bas? On dit MBA, administration des affaires, gestion de ceci, vous faites les PMP, les business management, les executive MBA, vous faites les Harvard, vous avez fait les quoi là, les sciences, vous avez fait quoi? On vous apprend quoi là-bas? On vous a appris quoi? Tu as une affaire entre les mains, une affaire en or. Moi, je fais mes affaires à petit niveau là. Quand ils voient que le conquin, même si... Mais mon frère, je vais parler terre à terre parce que vous aimez quand on vous parle le gros français, de Sciences Po, de ceci. J'ai commencé à parler ça, mais je me rends même plus, il faut vous dire les vérités en face. Vous avez mal géré, mes frères. Nous sommes tous des humains, non? L'Afrique a un potentiel que vous ne pouvez pas imaginer. Vous le savez, ce n'est pas que vous ne pouvez pas imaginer, vous le saviez, vous le saviez. Après l'époque coloniale et tout ce qui s'est passé, vous étiez les meilleurs en Afrique. Dans les cœurs, je me souviens, ma grand-mère disait souvent que la France c'est ton deuxième pays. Mais regardez comment vous avez géré l'affaire. Quand les gens ont commencé à dire que l'histoire du compte des opérations, pourquoi je pose la question aujourd'hui? Je suis sûr que cette vidéo va arriver à l'Élysée. Faites qu'elle arrive là-bas. Parce qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Faites qu'elle arrive à l'Élysée. Faites et tous les... Je suis sûr que que ceux qui sont les gouvernants en Afrique, ceux qui prennent le pouvoir, écoutent également. Parce que il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités en face. Aucun jeune Africain ne peut accepter que quand il achète, comprenez ce que je vous dis, parce que vous aimez tout quand on parle le gros français. Aucun jeune Africain actuellement là ne veut plus accepter que quand il achète la moto en Chine, il envoie l'argent parce qu'ils se regroupent entre eux et puis ils achètent en grande quantité. Il y a un qui part acheter pour tout le monde. Quand ils achètent les motos en Chine par exemple, ou bien je ne sais pas où, qu'ils ne puissent pas acheter ça en France CFA. Si vous voulez, voilà le résumé de tout le problème. C'est ce que les gens ne veulent plus. Mais vous n'avez pas voulu comprendre ça. Pourquoi? Je vais poser la question que je voulais poser tout à l'heure. Quand le grand frère Dédé Yango, le prince Dédé Yango dit qu'en 1983, il est arrivé à Orly et qu'il a changé 5000 dans un bureau de change à Paris, à Orly, là, c'est-à-dire à l'aéroport, là, en face quand il est sorti de l'aéroport. Pourquoi vous avez annulé ça? C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus prendre le CFA pour aller changer le bureau de change. Vous avez dit que c'est la libre convertibilité, non? Vous avez dit que c'est le... Ils ont appelé quoi? En dehors de la libre convertibilité, il y avait la garantie, c'est le fonds de garantie, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Mais quand les gens ont commencé à se plaindre de ça, pourquoi vous n'avez pas réajusté? Pourquoi vous n'avez pas réfléchi à temps pour dire, bon, mes amis, vous savez quoi? Vous êtes nos partenaires d'affaires naturels. J'ai suivi, un jour, je me souviens d'un discours d'un président, je ne vais pas me donner le nom au risque de me tromper. Il a dit que la France est notre allié. Il a dit quoi? Un partenaire naturel et allié naturel. Ça, c'est un président africain qui l'a dit. Je ne vais pas dire le nom, je me souviens de la phrase. Comment vous avez fait pour quitter de l'allié naturel à la puissance occidentale la plus détestée dans le continent noir? Ça a même pris même le côté anglophone, alors que vous n'avez pas colisé les anglophones. Vous avez peut-être les actions, vous avez les trucs là-bas. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Ça a pris même le côté là, parce que moi, je voyais dans ces pays-là. Je suis allé dans les pays, dans les zones là. Même de leur côté là, ils disent que la France, c'est... Les autres là-bas, dans l'autre côté, ils ont dit quoi? Que l'Amérique, c'est le grand Satan. Mais en Afrique, les gens disent que la France, c'est le grand Satan. Ça, je vous le dis les choses telles qu'elles sont. Parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Voilà les choses telles qu'elles sont. Pourquoi quand les Kémy Séba et tous ces gens ont commencé, vous avez plutôt fait quoi? Vous avez préféré l'arrêter. Est-ce que le fait de l'avoir arrêté a réduit quoi? Ça a plutôt amplifié. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Je n'ai pas fait, mais vraiment, à mon petit niveau là, même gérer ma famille, tu calcules bien. Tu calcules. Quand tu vois que la situation ceci veut t'échapper entre les mains, tu réajustes, non? Peuple franc, pas peuple, dirigeant français. Quand les enfants là, les jeunes, pas les enfants, ils sont de ma génération, ont commencé à dire que on ne veut plus que notre argent soit détenu là-bas. Pourquoi vous n'avez pas appelé les gens? Vous avez dit qu'ils aboient
vous avez dit qu'ils font comme ça, ils font comme ça, ils ne connaissent rien. Oh, ceci. D'autres sont venus dire sur les plateaux de télé que non, vous ne pouvez pas comprendre parce que le CFA c'est une grâce, c'est quoi, ils ont raconté là. Mais vous voyez la population qui commence à dire quelque chose. Ce n'est pas un dirigeant politique. Kémy Séba n'était pas dirigeant politique à l'époque. Moi, je l'ai connu sur les réseaux sociaux, sur les médias. Je l'écoute, je ne l'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais vu, on ne s'échange pas. Mais ça m'avait attiré l'attention. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre. J'ai dit que mais ça veut dire que quand tu vas acheter quelque chose, donc quand tu fais le transfert d'argent, donc il y a une partie qui reste. C'est comme ça que j'ai commencé à creuser, à chercher, à comprendre. Et vous pensez que si moi, enfant d'un pauvre cultivateur, d'une pauvre cultivatrice, d'un pauvre fonctionnaire, je me suis formé moi-même à chercher, je n'ai pas fait Sciences Po jusqu'à comprendre le problème là. Vous pouvez imaginer combien d'intellectuels africains se sont mis dans l'affaire. Vous voulez dire aujourd'hui que le peuple africain ne reconnaît pas le bien que vous avez fait, vous commencez à raconter n'importe quoi. Moi, sincèrement, j'ai fait mon analyse. Je vous ai dit que mes chers amis français, vous avez merdé. C'est compliqué aujourd'hui là. Ce n'est pas question parce que beaucoup disent que non, c'est la Russie, c'est ceci, c'est cela, c'est machin là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Quand ça ne donne pas, vous aviez les moyens, vous aviez les leviers. Vous aviez tous les leviers à l'époque. Je me souviens, ça fait 15 ou 20 ans aujourd'hui. Quand ça avait commencé petit, moi j'étais petit, moi j'avais 20 ans, 18 ans comme ça, 19 ans. Je pouvais pas parler. J'écoutais seulement dans les taxis ce que les gens parlaient. Ça commençait comme des petites rumeurs. On dit que non, la France, c'est la France qui fait qu'on soit pauvre. Dans les bars, dans les ciné-clubs, les gens ont commencé à parler ça un peu. Ça a pris. Maintenant, c'est devenu un mouvement. Même ceux qui ne sont pas africains, moi, je vous dis les Français là, c'est que moi, je ne sais même pas comment vous faites pour devenir politicien là-bas. Moi, je ne sais pas, les élites françaises là. On dit que vous avez les cabinets spécialisés dans les stratégies, dans les géostratégies, vous appelez ça quoi là? Vraiment. Je parle comme ça en langage pour que même les Africains là comprennent ce que je suis en train de dire là. Parce que je peux parler le français de Sciences Po là aussi. Je sais bien le parler. Mais je parle en langage courant, familier comme ça pour que tout le monde comprenne. Mes frères, vous aviez les leviers. Pourquoi vous n'avez pas enlevé l'affaire là-bas? Vous venez vous dire que bon, 15 présidents africains vont acheter, mes frères, vraiment partenaires. Oui, on reconnaît qu'on a merdé. On reconnaît que ça s'est mal, on a mal géré. Bon, vraiment, on avait les choses en main. On avait vraiment... Bon, on peut faire comment pour qu'on arrange l'affaire si? On peut faire comment pour qu'on arrange l'affaire si vous serez venu, l'affaire si ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'affaire si ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, ce que... Je ne sais même pas comment je vais parler de l'affaire. Vous voyez les gens, les militaires qui s'élèvent pour le pouvoir là. Vous ne pouvez même pas imaginer que dans le peuple, il y a des gens qui ont votre mal. Je vais dire ça comme ça là, comme on dit au pays. Ils ont votre mal plus que les militaires que vous voyez qui se sont levés là. Ils ont votre mal. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau. Ce n'est pas la fête. Ne voyez pas les pays. Je dis qu'ils vous ont votre mal en vrai. Ce n'est pas qu'ils vont vous faire le mal physiquement. Hein. Ce n'est pas qu'ils vont vous faire le mal physiquement. C'est que je ne sais pas comment vous lisez la politique, vous les politiciens. Je ne sais pas comment vous lisez. Et vous venez encore, regardez ce qui se passe. Pour conclure. Vous voyez comment la situation chauffe. C'est-à-dire que la patate est chaude. Ça chauffe. Le Mali a fait. Le Burkina a fait. La Guinée a fait. Vous voyez, ça chauffe. Le Niger fait. Vous venez encore, il y a une ministre là, je crois que c'est la ministre des Relations extérieures, ou bien, elle a encore fait déjà de déclarations que, en faisant, je vous dis qu'en faisant déjà des déclarations là, ça peut faire l'effet boule, mais ça peut faire comme le cyclone, comme vous-même vous avez là-bas, vous avez en cela, ça peut faire comme le cyclone comme ça fait comme ça, boum, tous les 15 pays là d'un seul coup. Je vous dis la vérité. Peut-être vous ne comprenez pas. Quand ça chauffe, vous venez encore faire déjà des déclarations là. Vous voulez même de vous calmer, de gérer par les voies diplomatiques, de chercher à résoudre le problème. Vous venez encore vous venez encore verser le... Donc vous venez avec un camion d'essence là où il y a déjà le feu pour éteindre, pour dire... Bon, je vais terminer par là. Vraiment, mes chers amis français,
élite, pas parce que moi j'ai beaucoup d'amis, français. J'ai beaucoup d'amis français et c'est un peuple bien. Mais l'élite française là, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faut qu'on se dise les vérités. L'histoire est là. Vous allez, je ne sais pas comment ça va. Elle va seulement s'écrire, non? L'histoire va seulement s'écrire. C'est déjà là. Vous allez, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Je ne sais pas quelle sera votre part du marché, comment ça sera. Vraiment, je ne sais pas. Parce qu'aucun peuple ne se développe en autarcie. Mais là, je vous crache les vérités qui sont dans les ventres même des petits enfants de 5 ans en Afrique. Même dans les... Vous vous imaginez, c'est que vous n'avez même pas la mesure de la situation. Vous avez joué. Vous avez négligé, non, ceux qui ont commencé à parler. Je ne peux pas citer tous les noms des autres là. Je suis Kémy Seba parce que c'est lui qui a... je crois qu'il est même l'une des personnes, et moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne l'ai jamais raconté, je ne le connais pas. Je le connais à travers, je connaissais un Africain. À l'époque même j'avais su qu'il était français. Bon, après, moi je vois qu'il vit au Bénin, donc je considère qu'il est africain. C'est pour relever notre image. Je vais dire quelque chose pour sortir. Vous les Occidentaux là, je dis ça aujourd'hui. Pourquoi on parle le même langage que vous? On a les mêmes têtes. La couleur de peau importe. On fait les mêmes écoles. Parfois même quand les Africains partent dans les écoles là, ce sont les majors de la promotion. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes supérieur à l'homme qui a la peau tire? Qu'est-ce qui vous fait D'accord, à l'époque où peut-être il n'y avait pas encore internet, il n'y avait pas de trucs il n'y avait pas toutes ces... Même jusque-là. Qu'est-ce qui vous fait penser comme ça là? Donc vous vous dites dans vos esprits, quand vous asseyez dans vos cabinets, dans vos trucs d'expertise financiers et machin, de stratégie de développement et de réflexion et tout ça là, que les hommes qui ont fait les mêmes écoles que vous, la plupart de l'élite en Afrique a fait, cette élite a fait les études en Occident, en Amérique du Nord, au Brésil, au Mexique, en Chine, en Corée, je suis sûr, par des pays ouverts quoi. Comment vous réfléchissez? Vous vous dites que ceux-là sont des sous-hommes. Ou bien ils ne réfléchissent pas. Vous vous dites que il y a une situation, vous devriez dire que mais venez on négocie. Ce qui m'étonne même, c'est que vous avez donc eu ces gens-là dans vos écoles, dans les élites. Vous devriez trouver des mécanismes pour que le niveau de développement, ça c'est dans cette vidéo, dans cette édition-ci, pour que le niveau de développement que vous avez en Europe soit le même en Afrique. C'est vous qui devez sortir gagnant. Je vous dis pourquoi. Parce que vous aviez la technologie, vous étiez les seuls à avoir la technologie. Imaginez la France, je parle de la France, je ne vais pas parler de tout l'Occident parce que tous les Occidentaux ne sont pas, ils ont fait leur part, mais la France particulièrement parce que c'est elle que je connais mieux en termes de colonie en Afrique. Vous aviez le monopole de la technologie, les engins pour faire les infrastructures, la technologie, l'informatique et tout, ça devait être un marché en milliards. En milliards de milliards en construisant des routes. On devait prendre qui pour venir faire les routes là? On devait prendre qui pour venir. Est-ce que la Chine devait avoir la part de marché qu'elle a aujourd'hui en Afrique? C'est vous qui avez mal joué. C'est vous-même qui avez mal joué. Aujourd'hui là, nul ne peut. Vous-même vous avez dit non dans vos académies là. Vous nous avez appris le français, non? On parle ça avec vous maintenant. Nul ne peut se plaindre de ses propres turpitudes. C'est vous-même qui êtes à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Vous êtes les auteurs. Vous avez vu ce que le Mali a dit, non? Vous avez vu ce que le Mali a démontré, non? Bon, là c'est un autre domaine. Je ferme la page. Bonne soirée à vous, peuple africain. Je vous l'ai toujours dit, c'est à nous-mêmes de narrer notre histoire. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment pendant lequel cette vidéo va arriver. Je vous dis, n'oubliez pas de liker. Nous allons encore vous produire des contenus de qualité. Soutenez-nous en vous abonnant massivement à cette chaîne. Action pratique, c'était l'édition d'aujourd'hui. Je vous aime. Et à très bientôt.